Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tel Quel Talk, le podcast qui décrypte les enjeux politiques, socio-économiques et culturels qui façonnent le Maroc d'aujourd'hui et de demain. On y consacre la majeure partie de nos vies, c'est ce qui structure nos journées, forge nos identités, nourrit nos ambitions, mais aussi nos désillusions. Nous parlons aujourd'hui de notre rapport au travail. Au Maroc, comme ailleurs, une question s'impose de plus en plus. Sommes-nous confrontés à une véritable crise de sens, ou une crise tout court d'ailleurs, on se posera la question. Depuis la pandémie, en tout cas, les certitudes autour du travail ont vacillé. Certains cherchent plus de liberté, d'autres se tournent vers l'entrepreneuriat, quand beaucoup restent confrontés au chômage, à la précarité, au burn-out. D'ailleurs, la quête de sens, finalement, est-ce qu'elle ne nous détourne pas d'un vrai débat, celui de la souffrance au travail, qui impliquerait peut-être une responsabilité plus collective? On se posera la question. Par ailleurs, enfin, le travail est-il encore associé à la dignité et à l'ascension sociale? Comment chacun d'entre nous le perçoit? Tiens, le travail comme une promesse ou comme un fardeau? On ouvre le débat aujourd'hui dans Tel Quel Talk. Et on explore aujourd'hui ce vaste sujet avec deux regards complémentaires, philosophie et littérature, et pratique en ressources RH. Je suis heureuse d'accueillir pour ce débat, pour commencer, Driss Jeydan. Vous êtes écrivain, enseignant. Bonjour, bienvenue à vous. Merci de me recevoir. Driss Jeydan, Content de vous revoir. Contente également de vous retrouver, cher Driss. Alors, les questions en lien avec la place du travail dans nos sociétés et dans nos vies vous passionnent. Vous avez d'ailleurs, il me semble, fondé les ateliers Telos, oui. C'est bien cela. Et vous intervenez dans de multiples colloques et conférences pour développer ces thématiques-là. Merci d'avoir accepté notre invitation, Merci Driss. à vous. En face de vous, Radia Cheikh. Hello, bonjour Radia. Bonjour Bouchra. Vous êtes entrepreneur et militante engagée dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises. Vous êtes la fondatrice et directrice générale du cabinet Déclic. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour votre invitation aujourd'hui. Alors, une question grand angle, si vous le permettez, madame, monsieur, pour ouvrir cet échange. Est-ce qu'on traverse ici au Maroc, Driss Jeydan, une véritable crise de sens au travail, ou est-ce que c'est un débat, finalement, qui reste un luxe importé d'Occident? Si on aborde la question à travers celle de la crise du sens, on peut penser qu'il y a une mode de la crise du sens, en tout cas d'un point de vue de l'expression, qu'on pourrait juger comme toute faite. Si on veut entrer dans les détails, évidemment, comme on l'enseigne toujours, hein, je vais être un petit peu scolaire, mais c'est bien de commencer aussi par les catégories. C'est que, en définitive, le travail est une notion extrêmement ambiguë. Et si on regarde un petit peu, que ce soit d'un point de vue philosophique, mythologique, littéraire, d'un point de vue de tous les signifiants, en définitive, cette affaire de travail, eh bien, le travail, si j'ose dire, naît avec la mort et la procréation. En définitive, le récit biblique, qu'est-ce qu'il nous raconte? Que Adam et Ève, chassés du paradis terrestre, ils découvrent en même temps trois choses. Pour Ève, qu'elle va enfanter dans la douleur, donc la procréation, la vie, la génération. Pour les deux, qu'ils mourront, qu'ils deviendront poussière, donc la mort. Et puis qu'entre les deux, ils vont beaucoup travailler. De sorte que cette notion est une tension permanente, au fond, entre ce travail que l'on fait pour vivre et l'idée qu'on peut aussi se tuer au travail. Je vous repose la même question, la quête de sens au travail, Radia Cheikh. Est-ce que c'est un sujet nouveau, à la mode, ou est-ce qu'il a toujours existé? Pourquoi on en parle davantage, aujourd'hui, d'après vous? Je pense qu'on en parle beaucoup aujourd'hui parce que, d'abord, effectivement, il y a la pandémie qui est venue un peu rebattre les cartes de qu'est-ce que c'est que le travail, pourquoi nous travaillons, en sachant quand même qu'il faut rappeler que dans notre pays, l'écrasante majorité des personnes qui travaillent aussi par nécessité et ne se posent pas forcément ce genre de questions. On y reviendra, à la dimension de la précarité aussi. Bien sûr. On en parle de plus en plus probablement parce que il y a aussi, à mon sens, une réflexion qui se mène sur le rôle de l'entreprise dans la société. Pourquoi l'entreprise existe et au-delà de créer de la valeur économique, qu'est-ce qu'elle est pour ses collaborateurs, qu'est-ce qu'elle est pour son écosystème. Je pense que tous ces paramètres-là font qu'on se pose la question de pourquoi on travaille et qu'est-ce que nous cherchons à réaliser à travers notre travail, au-delà de la rémunération qui nous est accordée à la fin de chaque mois. Ce serait intéressant aussi de s'interroger sur ce que signifie réellement la valeur travail dans le contexte marocain, Driss Jeydan, surtout quand on retrouve ces chiffres, j'en cite quelques-uns. On sait que plus de 50% des travailleurs n'ont pas de contrat de travail, 11% des actifs occupent des emplois non rémunérés, plus de 24% des actifs occupés bénéficient, à peine 24%, d'une couverture médicale liée à l'emploi, quand on n'a ni la sécurité de l'emploi, ni des perspectives d'évolution
révolution, peut-on encore vraiment parler de valeur travail ? Oui, c'est la grande question définitive. Elle ramène en fait à l'essentiel, c'est-à-dire à la qualification de l'humain en tant que sujet. La vraie question, c'est est-ce qu'on est un sujet au travail ? Alors là, par rapport à après la question de la subjectivité, elle est tellement complexe, on va pas la déplier aujourd'hui, mais sur la question du travail précisément, il y a trois manières au fond de pouvoir même se placer dans cette espèce de cartographie assez bizarre qu'est celle du travail. Est-ce que le travail est une contrainte ? Une contrainte est d'abord extérieure. Si je travaille parce que je suis obligé, est-ce que je suis sujet ? Est-ce que je choisis ce que je fais ? Ensuite, il y a une autre forme de contrainte qu'on appelle l'obligation. Par exemple, je vais me lever à 5 heures du matin parce que je l'ai décidé, c'est-à-dire que je m'oblige moi-même, je n'ai pas besoin d'une contrainte extérieure, ça devient une contrainte intérieure. J'imagine que Radia, qui aime son travail, elle n'a pas besoin qu'on l'oblige, ou d'autres, ou vous-même, et j'ai la chance de pouvoir le faire aussi, comme beaucoup d'autres. Les jeunes étudiants qui sont en classe préparatoire, ou qui sont dans des écoles d'ingénieurs, ou dans des écoles de commerce, ou je l'espère encore dans des départements de philosophie, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise « il faut se lever, il est 4h30 du matin ». Pourquoi ? Parce que là, pour le coup, sur cette question de l'obligation, intervient un point, et qui sera considérable dans l'histoire même de la notion, qui est celui de liberté. La contrainte extérieure, s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de subjectivité. Dès lors que ça devient une obligation, la liberté apparaît dans cette affaire de travail, et c'est quelque chose qui sera théorisé à partir du 19e siècle en Occident par Hegel, par Kant, par des gens comme cela, et qui fera qu'à un moment donné, le travail retrouve ses lettres de noblesse, parce qu'il y a liberté et subjectivation aussi par le travail. Je vous disais tout à l'heure, c'est un peu ambigu. Puis dernière catégorie, qui est celle que l'on souhaite à tout le monde, qui est, puisque ce n'est plus une contrainte extérieure ou que ça l'est, puisque c'est une obligation ou pas, ça peut devenir une vocation. La vocation, c'est le moment où précisément le sujet n'a même plus l'impression qu'il travaille. Et d'ailleurs, peut-être même qu'il ne travaille plus. Une question de déterminisme de classe sociale. Il y a aussi peut-être que la vocation, et vous faites bien de la vocation est un luxe. Et vous faites bien de le souligner parce que c'est la clé du problème. C'est ce que disait Marx. Le travailleur aliéné, c'est celui qui, d'une certaine manière, n'est pas lui-même. Il n'a pas de conscience, si ce n'est ce qu'on appellera plus tard la conscience de classe, c'est-à-dire quand Marx crée le prolétariat. Je suis prolétaire. À l'intérieur de moi-même, je n'ai pas forcément une subjectivité suffisamment développée, mais j'appartiens à un monde, le monde des gens dont on dit qu'ils n'ont pas grand-chose, c'est-à-dire pratiquement rien. Il y a la question du déterminisme de classe, on vient de l'évoquer, vous voulez peut-être réagir à cela, à la Cheikh Khalilou, et j'aimerais aussi qu'on revienne sur le point de la fracture générationnelle. Alors ce qui est fou aujourd'hui, c'est que les plus âgés valorisent le travail comme un statut social, comme un devoir moral. Et en face, eh bien, les jeunes générations, eux, cherchent davantage un équilibre entre travail et vie perso. Ils veulent de la reconnaissance, ils veulent un sens collectif, ils veulent avoir des emplois à impact social fort, ils ont des convictions, notamment environnementales, ils veulent aussi innover. Et en fait, j'ai envie de vous demander, je vous laisserai également répondre après, Driss, qui des deux, aujourd'hui, Radia, à vos yeux, fait montre d'une forme de sagesse dans son rapport dans son rapport au travail, plutôt? À mon sens, le travail, comme il est pour les générations plus âgées et pour les générations plus jeunes, va rester un élément de construction sociale. C'est sûr. On se construit socialement au travail. On est confronté au regard de l'autre, au supérieur hiérarchique, à la vision de l'entreprise et comment on se positionne dedans et comment on évolue. Donc pour moi, ça va rester. Maintenant, j'ai le sentiment, si je le vois moi par rapport à ma fille qui a 21 ans et qui va bientôt être sur le marché du travail, effectivement, elle ne considère pas que le travail va déterminer son empreinte, l'empreinte qu'elle va laisser dans sa vie. Est-ce que ma fille va se réaliser à 100% à travers le travail? Je ne sais pas. Mais oui, il y a une fracture, elle semble assez claire, et c'est pour ça que nos entreprises, nos grandes entreprises aujourd'hui, on le voit nous au cabinet, nous parlent beaucoup de cette chose incroyable, et je mets le mot incroyable entre guillemets, qu'est la marque employeur. Quelle est l'image que nous donnons pour attirer et retenir les meilleurs talents. Et donc, on voit bien que l'entreprise, elle a bien compris ça. Elle a bien compris que il fallait offrir une expérience collaborateur qui soit équilibrée entre vie pro, vie privée, qui soit juste, qui soit inclusive, qui permette, parce que là aussi, c'est une autre question, moi, qui me taraude pas mal, c'est est-ce que l'entreprise fait grandir
ses collaborateurs et ses collaboratrices. Il y a une vraie tendance de fond au Maroc, vous, Radia, qui êtes praticienne, qui a rencontré beaucoup de ces patrons, justement, d'entreprises, une tendance de fond, ou est-ce que c'est juste... Sur la marque employeur? Oui. Dans les grandes entreprises, indéniablement. Oui. Ça, c'est absolument certain. Parce qu'on veut retenir et attirer les meilleures ressources, les plus qualifiées. Et il y avait une directrice générale d'une multinationale basée au Maroc, évidemment, je ne la citerai pas, mais elle me disait aujourd'hui, c'est pas moi qui fais passer l'entretien, ce sont les candidats qui me font passer l'entretien. Pour savoir un peu quelles perspectives d'évolution ils vont avoir, quelles conditions de travail on leur prévoit. Est-ce qu'on assiste à un vrai rapport, à un changement de rapport de force, si j'ose dire, parce que finalement, c'est un rapport de force, le monde du travail. C'est les salariés et les grands patrons. Mais vous avez raison de parler de rapport de force. Le premier rapport de force, d'abord, c'est presque d'un point de vue anthropologique, c'est que le travail établit un rapport de force déjà avec la nature. Déjà, il a fallu forcer la nature pour... les ingénieurs le savent bien, qu'il faut forcer la nature pour détourner des fleuves ou raser des forêts et construire des édifices magnifiques souvent. Mais le rapport de force, il est évident. Après, on va revenir à cette affaire de conscience de classe. La conscience de classe, c'est aussi est-ce qu'on fait partie des élites ou pas. Et là, ça pose une question qui est fondamentale. Est-ce que nous sommes capables de produire... Alors, par parenthèse, quand je vois par exemple le LIDEX, on a de quoi être extrêmement fiers de ces jeunes gens qui sont dans des classes préparatoires, qui aujourd'hui sont aux standards internationaux et qui nous donnent ces magnifiques polytechniciens et polytechniciennes de demain. Mais nous parlons bien là des élites. Alors, il est évident que des jeunes gens extrêmement bien dotés sur le plan technique, intellectuel, et même socialement, parce que il se trouve que malheureusement, c'est encore souvent... comme ça que ça s'agrège. Il fut un temps, d'ailleurs, ce serait bien d'en parler, où la question de la mobilité sociale au Maroc. Moi, j'ai pas mal d'amis ingénieurs qui ont fait des grandes écoles d'ingénieurs dans les années 50 et 60. Cette question se posait beaucoup moins que depuis les années 80-90. C'est-à-dire que les grandes écoles marocaines, précisément, pouvaient aussi aller chercher des jeunes gens d'extraction populaire et faire en sorte qu'ils deviennent des grands commis de l'État. On a connu cette période, ça nous a donné des gens magnifiques d'ailleurs, des hommes et des femmes formidables qui ont aussi construit beaucoup notre pays. Ça ne l'est plus aujourd'hui. L'ascenseur il coince. Disons qu'il y a quand même, on a 30 années. Alors là, il faudra parler du système néolibéral, de tout ce qui s'est passé. Mais justement, précisément, quand je prends l'exemple du LIDEX, c'est que précisément, on est en train de reconduire cette manière de faire qui me semble être la seule chose précisément pour créer de la méritocratie, de la mobilité sociale. Donc, c'est extrêmement important. Donc, sur cette question plus précise qu'évoquait à l'instant Radia, il est vrai que si on a les bonnes classes préparatoires, les bonnes grandes écoles, qu'on est bardé de diplômes, à un moment donné, on devient soi-même un capital, même si je n'aime pas cette expression de capital humain, mais il est là, un capital extrêmement valorisé par l'entreprise, et la discussion n'est pas celle que l'on aurait si on était bac-2 ou juste bac, et qu'on n'appartient pas à un milieu social où on a soi-même, parce que vous savez, c'est malheureux, mais c'est comme ça, les avocats, ça donne des fils d'avocats, les chirurgiens, ça donne des filles et des filles de chirurgiens, et c'est pareil pour les ingénieurs, et c'est pareil pour... Il y a des lignées comme ça. Donc, et c'est ainsi, et il ne s'agit pas de dire, il ne s'agit pas de blâmer mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est faire en sorte que, même si on n'appartient pas à des lignées, ce qu'un sociologue appelait aussi à un moment donné la noblesse d'État, c'est-à-dire les énarques en France, par exemple, eh bien, on peut aussi espérer être entendu aussi comme individu, disposant des moyens d'évoluer. Tout à l'heure, Radia disait une chose très importante, l'entreprise qui doit faire grandir. Une entreprise humaine, c'est une entreprise qui fait, j'ai presque envie de dire une entreprise décente. C'est une entreprise qui permet de grandir. Alors, Radia Chirhalou, qui nous disait également que ces pratiques, finalement, se cantonnent à de grands groupes. Est-ce que peut espérer un véritable changement de fond, changement de mentalité? On sait que les petites et moyennes entreprises, finalement, constituent 90% du tissu économique marocain. Est-ce que ça peut découler, et bien sûr, ces entreprises, provoquer et induire de changements de fond dans leur méthode de management? Et tiens, management, le mot est lâché. On parle beaucoup de management à la marocaine. Qu'est-ce que ça veut dire, le management à la marocaine? Moi, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est que le management à la marocaine. Un management entaginé, c'est vraiment, non, je ne sais pas. Mais permettez-moi juste une minute de revenir au devoir de l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs. Déjà, quand on parle de responsabilité sociale de l'entreprise, on a un pilier RH, c'est la première de ses parties prenantes, c'est ce qu'il y a de plus proche. Il y a 5 aspects.
les relations avec le management, justement, à quel point elles sont saines ou malsaines, la gestion des carrières, à quel point l'entreprise vous fait grandir ou pas, la qualité du dialogue social, des instances syndicales et comment elles s'expriment dans l'entreprise. Un point qui m'est particulièrement cher et particulièrement important, c'est la santé et la sécurité au travail. Aujourd'hui, est-ce qu'il est concevable que votre travail vous rende malade? On va revenir sur des chiffres effarants. Bien sûr, complètement effarants. Est-ce que quelqu'un a envie de se blesser ou de tomber malade? Je vous coupe très rapidement. Ce chiffre qui nous est donné par l'Organisation démocratique du travail, il me semble, et qui nous apprend que le Maroc enregistrerait en moyenne 45 000 accidents du travail par an, 2000 décès liés à ces accidents et aux maladies professionnelles. Et je souligne, avant de vous laisser poursuivre, et c'est un coût humain et économique significatif qui représenterait 4,5% du PIB national. Oui, c'est une vraie question. En fait, la dure réalité. Oui, la réalité, elle est là. Et je trouve que c'est un sujet dont on n'entend pas assez parler quand on parle du travail. C'est de la santé au travail. Aussi bien, si vous avez un travail avec une pénibilité importante, donc c'est votre santé physique qui va être impactée. Et ensuite, on peut parler de tous les risques psychosociaux, de la charge de travail, de la charge mentale du travail, de la qualité du management quand elle n'est pas bonne et qui fait que, justement, on arrive au burn-out dont on parle de plus en plus. Donc voilà un peu, quand on rentre dans une entreprise, voilà finalement, vous avez des devoirs envers cette entreprise et l'entreprise a des devoirs envers vous. Et je viens de les citer et j'en ai oublié un, c'est l'inclusion et la diversité. L'inclusion de genre, évidemment, et on va pas se focaliser sur cet aspect, même s'il mériterait que, mais aussi il mériterait une émission à part entière, indéniablement, parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de femmes diplômées, par exemple, en ingénierie que d'hommes diplômés, mais nous avons de moins en moins de femmes qui travaillent. Donc, voilà tout ce bouquet de devoirs de l'entreprise et se demander si aujourd'hui, dans les grandes entreprises, mais aussi dans les plus petites entreprises, comment cela existe ou n'existe pas. Alors du coup, moi j'y tiens à ma question et je vous la repose du coup à vous, Driss. Le management à la marocaine, c'est quoi? Parce que remarquez, ça revient souvent dans des discussions très informelles avec notre entourage, proche ou lointain, où en parlant de X ou Y telle entreprise, on dit tiens, voilà, ça c'est un management à la marocaine. Et c'est quoi un management à la marocaine? Si management à la marocaine il y avait, ce serait un management qu'il faudrait considérer comme extrêmement proche aussi de la manière dont on vit l'amitié à la marocaine, la famille à la marocaine, le couple à la marocaine, tout cela. Et d'une certaine manière, moi, s'il y a un trait qui m'intéresse aussi dans ce qu'on appellerait le management à la marocaine, c'est que je me demande si il n'y a pas aussi à regarder quelque chose. En fait, moi, c'est une question qui devrait nous hanter, en tout cas, parce que c'est une question qui... mais je l'assume entièrement. Est-ce qu'on ne peut pas regarder aussi l'histoire du travail dans les sociétés à partir de la manière dont ces sociétés se sont constituées sur un point, qui est un point noir, qui est la question de l'esclavage. Et il y a un certain nombre d'études qui ont été menées, et il est vrai que la question de l'esclavage dans l'histoire du travail, c'est une question qui est probablement la plus complexe, la plus dure, parce que c'est le vortex intellectuel, politique, juridique et moral de cette question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis l'Antiquité, la question de l'esclavage, elle s'est posée. Aristote, il a une expression qui est formidable, il dit « c'est quoi un esclave ?» C'est un bien animé. C'est-à-dire, c'est ma propriété vivante. Alors, imaginons qu'on ait envie aujourd'hui de poser cette grille précisément. Oublions le terme esclavage, parce que c'est un terme qui recouvre aussi beaucoup d'autres choses. Mais sur cet aspect d'un bien animé, c'est-à-dire, au fond, ma propriété, mon objet, d'accord? Mon objet, qui bouge ou qui ne bouge pas. On pourrait s'intéresser, par exemple, à des phénomènes dans notre pays comme ce qu'on appelle le micromanagement. Est-ce que c'est inventé par les Marocains? En tout cas, c'est extrêmement utilisé. Là, je parle sous le contrôle de Radia, qui peut-être que nous instruira beaucoup sur cette question. Vous parlez du fameux reporting, les fameux... Le micromanagement, c'est-à-dire, au fond, je fragmente la décision en autant d'individus possibles pour ne pas précisément pouvoir responsabiliser une personne, c'est-à-dire ne pas la subjectiver, qu'elle se trompe ou pas. Ça pose la question de la confiance. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? À ce moment-là, je fabrique des petits objets à travers lesquels la décision va passer fragmentée. Alors, on perd du temps, on perd de la compétence, on perd de l'adhésion à la décision et finalement à l'entreprise. Et je sais que ça se pratique beaucoup, notamment dans de grandes institutions
pour ça que je parle sous le contrôle de Draladien, où cette idée, si vous voulez, que les individus, eh bien, ne sont pas responsabilisés, qu'on ne commence pas par leur faire confiance, quitte après à leur demander des comptes. Oui. C'est quelque chose qui se pratique beaucoup, sauf dans les multinationales, sauf dans ce que j'appelle, moi, les entreprises vivantes. C'est-à-dire les entreprises qui font confiance à l'individu, les entreprises subjectivantes. Et donc ça, je crois que c'est pas forcément le management à la marocaine, mais que c'est un trait qu'il faut regarder. Justement, peut-être historiquement, il serait très intéressant de faire une archéologie de notre rapport au travail, à partir du fait que nous avons été, comme d'autres, une société esclavagiste, et où, en définitive, le collaborateur et la collaboratrice n'est qu'un objet, un bien animé, à travers lequel va passer, non pas une décision, mais une tâche, d'accord, qui fait qu'on ne peut jamais prétendre. Allez, alors, je finis sur un point, après vous savez, c'est la parabole des tailleurs de pierre. Vous avez 3 tailleurs de pierre. Le premier, on vient le voir, il a l'air triste, il n'est pas content, et on lui demande qu'est-ce que tu fais. Il dit, moi, je taille une pierre. Le second, il a l'air un peu plus, entre guillemets, content de ce qu'il fait, épanoui, et on lui demande qu'est-ce que tu fais. Il dit, moi, je suis en train de tailler une pierre pour faire un mur. Et puis le troisième est heureux. Il est épanoui. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en train de tailler une pierre pour faire le mur d'un magnifique immeuble. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, ce micromanagement, il vous coupe du sens. Et si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, vous n'êtes pas un sujet dans l'entreprise. Moi, c'est ce que j'appelle les entreprises non pas mortes, mais ce que j'appelle les entreprises nihilistes, c'est-à-dire qui produisent du non-sens. Et cette question du nihilisme d'entreprise, je pense qu'il faut l'interroger de manière précise, avec études à l'appui, et puis surtout avec des politiques qui soient des résistances à ce nihilisme d'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord, Radia Cherlalou? Je le ressens de la même manière que l'explique Driss clairement. Et puis, évidemment, mes années de consultance m'ont permis de prendre conscience de la réelle importance de ce que c'est qu'une culture d'entreprise. Souvent, il y a le trio vision, mission, valeur, tout ça qu'on va retrouver sur le site internet et qui n'existe que si elles sont évidemment incarnées dans l'entreprise. Et cette incarnation, elle ne peut pas être fake, elle ne peut pas être forcée. Elle se doit d'exister, de vivre. Et moi, il m'arrive de demander dans des instances de comité de direction, citez-moi les valeurs de votre entreprise. Il y a des gens qui ne me répondent pas. Ah oui, alors attendez, il y a l'écoute, il y a... et souvent aussi, on colle des valeurs qui ne sont pas des valeurs. Exemple, l'excellence. L'excellence n'est pas une valeur. Ce n'est pas ça. Donc, quelque part, effectivement, vous allez retrouver plusieurs personnes qui sont en train de tailler des pierres sans savoir pourquoi ils taillent des pierres. Et sans savoir aussi, ou alors, ils savent que c'est pour rendre l'entreprise plus grande, plus forte, plus robuste, plus rentable. Mais quelque part, eux, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Et évidemment, je ne parle pas des plus privilégiés dans l'entreprise et de ceux qui ont eu une voie plutôt facile d'intégration parce que diplôme, parce que beaucoup de choses. Je vais parler de ceux qui sont là par nécessité parce qu'ils doivent trouver un travail pour avoir un salaire à la fin du mois et payer des charges. C'est de ça que je parle et c'est souvent ces personnes-là qui n'ont pas forcément voix au chapitre. Et je vais vous raconter une histoire. En 2000, juste avant le Covid, on avait de plus en plus de clients qui nous disaient, nous, on veut que la responsabilité sociale soit une culture dans notre entreprise. C'est très beau. Faites-nous un programme qui va faire que ce soit une culture de notre entreprise. Je dis, OK, il peut y avoir des leviers, mais je ne peux pas construire quelque chose sans savoir ce que pensent vos collaborateurs. Et on me disait, et alors? Je dis, moi, je veux questionner les collaborateurs. Et c'est de cette idée-là qu'est né le baromètre de la perception de la RSE. Que vous avez lancé en 2021. Absolument. Deuxième édition en 2023 et nous lançons la deuxième édition là, incessamment sous peu. Le but étant de voir qu'est-ce que les collaborateurs comprennent par responsabilité sociale, sachant que même dans mon entourage, les gens pensent que je distribue des chèques à des associations et évidemment ce n'est pas mon métier. Donc c'est vraiment une notion, on voulait un peu voir comment elle était comprise et surtout quelle était la confiance accordée à cette notion-là et de voir un peu quel lien les collaborateurs faisaient entre cette notion de RSE et la réalité dans leur organisation. Alors j'avais envie de vous demander, est-ce que vous menez des entretiens individuels ou collectifs?
On ne fait ni l'un ni l'autre. C'est un lien qui part. Alors moi, est-ce que vous pensez bien que la réponse individuelle n'est sera pas la sensiblement même différente à que collective. celle... Mais ce qui est intéressant, c'est que de notre part, en tant que cabinet, c'est une initiative. Nous, en tant que consultants, on apprend beaucoup du baromètre. Donc, on considère qu'on n'a pas à facturer l'entreprise de ça. Sachez que la dernière édition, nous avons réuni 2500 répondants sur une douzaine d'entreprises. On a le triple d'entreprises qui refusent de participer au baromètre, qui refusent de donner la parole. Parce que donner la parole, c'est souvent perçu comme l'ouverture d'une boîte de Pandore. Alors, merci de me tendre la perche, Shaladia, parce que c'est l'une des questions que je comptais poser. Est-ce qu'il y a quelque chose de politique en entreprise? Est-ce qu'il existe une démocratie en entreprise? Et ça, je sais que c'est une question vertigineuse, mais elle peut peut-être, sans doute, donner quelques pistes de réponse et de réflexion à ceux qui sont profondément en quête de sens. Allez-y, Shaladia. Je ne pense pas qu'il y ait de démocratie en entreprise. Vous n'avez pas tout le monde déjà. Et l'entreprise est de facto un véhicule. Même avec des salariés syndiqués, un véhicule, mais encore faut-il que vous soyez au courant C'est ça. Et encourager aussi à faire appel aux instances syndicales de votre entreprise. Il y a plusieurs paramètres. Il y a aussi un facteur quelque part immatériel de crainte, de méfiance, de quels sont mes droits. Déjà, est-ce que les collaborateurs connaissent leurs droits? Vous donniez des chiffres effarants en début d'émission. Concernant les accidents du travail. Concernant les accidents du travail et concernant des gens qui travaillent sans avoir leurs droits. Leurs droits les plus basiques. Donc, il y a une entreprise multinationale, toujours, ils font un truc génial. Une fois par an, c'est le PDG qui se connecte avec chacun des pays et tous les collaborateurs ont le droit de poser toutes les questions au PDG sur le volet éthique. Je trouve ça admirable. Admirable. Juste de créer des ponts de dialogue entre les différentes strates de l'entreprise. On parlait tout à l'heure de territoire. Quand une entreprise est dans l'axe Casaraba, que vous avez 400 collaborateurs à Oujda, que savent-ils de ce qui se passe? Quels sont les leviers d'action, de dialogue qu'ils peuvent avoir avec le siège ou avec leur top management? Quelle place on accorde à ça, justement, à cette remontée d'informations, de perception, de compréhension, etc. Et ça, c'est une réalité. Souvent, les personnes ont affaire à des relais RH dans leur entreprise. Est-ce qu'ils vont faire remonter l'information? Est-ce qu'ils vont pas faire remonter l'information? Donc, est-ce que le climat... Au lieu de parler de démocratie, je parlerais déjà de climat démocratique. Est-ce qu'il existe au Maroc? Et est-ce qu'on libère la parole dans l'entreprise pour pouvoir écouter des personnes qui méritent d'être écoutées? Par rapport à cette question j'en reviens de démocratie. Bien sûr. Alors, déjà deux remarques. La première, c'est que je crois que, sans vouloir polémiquer avec vous, ma chère Bouchara, mais c'est normal que vous parliez de démocratie parce que il s'est produit aux alentours des années 90 un glissement du monde social et politique vers le monde de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui se construit à partir des années 80-90. Et c'est théorisé. Et l'entreprise devient quelque part une micro-société. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que ensuite c'est réversible. Maintenant, le terme gouvernance, on l'emploie pour les entreprises publiques aussi. Et responsable, gouvernance responsable. Voilà. Et d'ailleurs, on va même un exécutif, un chef ou une chef de gouvernement, on va lui parler de gouvernance. Depuis que les marchés financiers ont pris le pouvoir, c'est un petit peu normal. Mais en définitive, cette affaire de démocratie, cette affaire, si vous voulez, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise. Il faut quand même se souvenir que les hommes et les femmes ont toujours travaillé, qu'il y a une distinction à faire entre le labeur, par exemple, qui est ce qu'on n'aime pas trop faire parce que ça n'a pas beaucoup de sens, mais qu'on fait parce que c'est le principe de survie qui est interrogé. Le travail, c'est cette notion qui fait qu'on va produire quelque chose. Une œuvre, un ouvrage, ça commence déjà à donner du sens. D'où le fait que une philosophe comme Hannah Arendt disait que les artisans étaient des gens extrêmement importants dans les sociétés parce qu'ils produisent de la beauté, ils travaillent dans la lenteur, ils répètent des gestes qui sont des gestes esthétiques et finalement ils produisent des objets qui nous servent. Nous avons tous dans nos maisons probablement soit un vieux coffre qui a appartenu à une vieille tante ou une grand-mère ou à un grand-père, soit un objet d'artisanat qui est toujours là. Mais dans une société d'hyperconsommation, donc d'obsolescence perpétuelle, ce que vous fabriquez est voué de toute façon à une destruction autoprogrammée. Comment voulez-vous aussi produire quelque chose qui ait du sens? L'objet lui-même qui est produit perd de son sens nécessairement parce que si
Si vous aviez un smartphone pendant 20 ans, le marché des smartphones s'en porterait très mal. Revenons à cette idée de ce que l'on fabrique. Nous sommes supposés être des êtres de création. Nous fabriquons des maisons, des vêtements, du sens aussi, de la parole, des livres. Et en définitive, cette idée finalement que l'entreprise serait une espèce d'espace homogène, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Dans l'entreprise, il y a aussi des concentrations, il y a aussi des consciences de classe, il y a aussi des gens qui ont le sentiment de ne pas être utiles. Moi, je pose une question à nous tous d'ailleurs, mais j'ai la chance d'avoir Radia en face de moi, donc je lui pose la question parce qu'elle a beaucoup observé les entreprises. Prenez par exemple des métiers comme vigile, comme coursier, comme femme de ménage qui arrive à 5 heures du matin dans les bureaux. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour que, justement, l'idée que ce que font ces gens, qui sont des invisibles aussi quelquefois, a du sens. C'est véritablement la question qui doit hanter sur la notion du travail. Est-ce qu'on a affaire à des sujets? Est-ce qu'il y a de la liberté? Merci d'évoquer ce point précisément, Driss, puisque finalement la quête de sens, est-ce que c'est pas une quête trop individualiste, trop égoïste finalement? Et qu'on en oublie presque, la vraie question de fond, c'est la souffrance au travail. Bien sûr. Qui, elle, du coup, implique une responsabilité. Mais bien sûr. Collective. Mais complètement. Et un regard grand angle. Et là, pour le coup, là, on est dans la politique. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Mais complètement, avant de parler de sens, il faut d'abord adresser Quand on en arrive à se demander quel est le sens de notre travail, c'est déjà qu'on est dans une posture qui permet qu'on ait le temps dans la journée de se dire pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ici. Mais effectivement, c'est ce qu'on aborde en fil rouge depuis le début de cette émission, c'est la souffrance au travail et justement, finalement, de s'attarder sur ces invisibles-là, sur ces personnes qui arrivent à 5 heures du matin, qui sont souvent, il faut le dire... Qui ont été le temps du Covid, les métiers essentiels. Qui ont été, mais nous l'avons oublié. Voilà, on l'a rapidement oublié. On l'a trop vite oublié, évidemment. Et souvent, il faut pas oublier aussi que ce sont souvent des sous-traitants. Ces gens-là travaillent pour des sous-traitants. Et donc l'entreprise peut être tout à fait respectable en termes de respect des droits sociaux, mais c'est le sous-traitant. Et d'ailleurs, on l'a vu sur certaines entreprises, il y a eu quelques controverses il y a quelques années, justement parce qu'on ne respectait pas les droits de ces personnes. Donc effectivement, la question du sens, c'est presque un sujet de privilégié. Mais c'est comment, justement, on peut s'attarder, même quand on parle d'équilibre vie privée, vie professionnelle pour une femme de ménage, c'est une réalité. C'est beaucoup plus compliqué pour elle d'avoir cet équilibre-là que pour une cadre de 30 ans. Qui travaillent dans le marketing, les finances ou que sais-je. Alors un point que je voulais également évoquer avec vous aujourd'hui, c'est que finalement la notion de travail se retrouve un peu coincée entre deux récits contradictoires. D'un côté, en fait, on parle de plus en plus de souffrance de travail et de quête aussi de sens, même s'il faut peut-être marquer une frontière entre les deux ou alors les deux se rejoignent. C'est ce qu'on essaie justement d'aborder depuis le début de ce podcast. Et puis de l'autre, on voit se propager sur les réseaux sociaux des storytelling qui se veulent ultra inspirants, très positifs. Bon, je pense à LinkedIn, n'est-ce pas? Driss Jaydan, sur les parcours professionnels des uns et des autres. Ça dit quoi, ça, de l'époque, de notre perception du travail? Est-ce que c'est notre envie de redonner du sens ou au contraire une superficialité quelque part dans son rapport au travail? C'est une nouvelle forme de discipline, au fond. C'est la discipline par le rictus. Il faut être positif. Oui. Mais on n'est pas sur Terre pour être positif. Nous ne sommes pas des piles. Nous sommes des gens avec des émotions diverses et variées. Mais si vous voulez, je ne sais pas si c'est vous, Radia, qui parlez tout à l'heure d'individualisme. Je crois que c'est vous, Radia. L'individualisme, c'est quoi? C'est ce qui fait qu'à un moment donné, le rapport au collectif devient quasi inutile. Ça dure un temps, hein. Mais ça suppose aussi qu'on soit pas en position de vulnérabilité. Qu'est-ce qui a fait, entre guillemets, qu'à un moment donné, la question des masses laborieuses, la naissance du syndicalisme, c'est parce que les individus étaient en masse et en souffrance. Vous savez, le socialisme, il est né dans les usines, hein, d'accord? Il est pas né à la Silicon Valley. Et on peut comprendre pourquoi. Donc cette idée de l'individualisme, et je reviens à ce que vous disiez à l'instant, les récits inspirants. Là où il faut faire extrêmement attention, c'est que au fond, c'est ce qu'enseigne le coaching, hein, c'est la grande, c'est
c'est l'autoprophétie réalisatrice du monde du travail. C'est qu'en définitive, et c'est là que je parle de discipline ou de micro-procédures qui sont en réalité des manières d'enfermer le sujet à l'intérieur de lui-même. La grande idéologie du coaching, c'est quoi? C'est que je dois régler mes problèmes par moi-même. Le problème est en moi. C'est le rejeton de tout ce que la théorie psychanalytique nous aura enseigné, c'est-à-dire qu'il faut d'abord entrer dans les tréfonds de sa psyché, parce que c'est là que se trouve la solution. Il y a peut-être quelque chose d'injuste, qu'on ait été un enfant battu ou un enfant violé, c'est terrible, mais on doit faire le travail soi-même. Et il y a là une espèce de déplacement qui fait que la cure psychanalytique, elle a sa place, notamment par rapport au trauma, mais là on n'est pas dans les traumas. On considère que, eh bien, si dans l'entreprise, l'environnement ne me convient pas, ou que le collectif ne me convient pas, eh bien, quelque part, le surmoi, c'est le surmoi du système néolibéral, arrive juste à faire en sorte que j'intériorise le fait que le problème est en moi, et là, il faut que j'aille voir quelqu'un qui va m'enseigner comment, justement, mieux communiquer. Alors, il y a la communication non violente, ce qui est un pléonasme, C'est comme journalisme d'investigation. Ça aussi, c'est un magnifique pléonasme. Vous en savez quelque chose. Et là, forcément, vu que la solution est en moi, si je suscite des comportements négatifs, si les gens n'ont pas envie de me parler, si ceci, cela, c'est pas à cause du collectif. Donc, coupure avec la société. La société n'existe plus. Des bulles qui essayent de se développer personnellement et qui essayent de trouver le chemin d'une forme de rédemption, c'est-à-dire il faut absolument pas qu'il y ait autour de moi matière, là pour le coup, à faire de la politique. C'est-à-dire, il n'y a plus de dialectique. Il n'y a plus de rapport dominant-dominé. Ah, je suis ni dominant ni dominé, il faut que je trouve la solution à l'intérieur de moi-même. Encore une fois, développement personnel, coach, stage de silence, toute espèce de charabia extraordinaire qui ne sert à rien au demeurant si c'est à perdre ses sous. Avec tout le respect que j'ai pour mes amis coachs, il y en a qui font de l'excellent travail, mais eux sont d'accord avec ça. Eux, ils sont d'accord avec le fait qu'il y a toujours un rapport de les bons, les vrais. Et là, pour le coup, puisque l'entreprise ou l'environnement est totalement déresponsabilisé, il n'y a plus de dialectique, l'individu se tourne sur lui-même. Ça donne deux choses. Un, l'idée qu'on est seul à l'intérieur de soi, et deux, en définitive, que si on est bien aussi au travail, c'est grâce à soi, et que les autres, au fond, ne sont pas très importants, sauf dans une perspective un peu esthétique et hédoniste, où au fond, on a une bonne relation. Alors ça vous envoie des cœurs, ça vous envoie des choses. Mais vous savez, le monde du travail, je finis sur ce point, mais c'est un monde extrêmement violent. Oui. Il n'y a rien de plus violent que le mot soit lâché. Il n'y a rien de plus violent que le monde du travail. Quand quelqu'un est capable de dire à un vigile ou à une personne en situation de vulnérabilité, oh, tu sais, des gens comme toi, il y en a 50 000. Et puis je les aurai moins chers que toi. Est-ce que c'est pas une manière de commettre, entre guillemets, une sorte de meurtre social? C'est l'équivalent d'une balle dans la tête sur le plan de l'identité de l'individu. Donc, je pense qu'il faut arrêter de se raconter des histoires sur le monde du travail. L'entreprise n'est pas une famille, c'est pas une démocratie. Clairement. C'est le grand discours néolibéral. Si on crée des salles de sport ou des crèches, c'est pas parce qu'on aime forcément que les gens sont en bonne santé pour eux-mêmes. C'est parce qu'il faut qu'ils soient efficaces. Et là, évidemment, on s'occupe d'eux. Il y a quand même une lumière au bout du tunnel. Noir, c'est noir, il y a plus d'espoir. Vous allez quand même... Non, c'est pas noir, c'est noir. C'est qu'à un moment donné, il faut être lucide. Il faut appeler la lucidité. Et on voit de toutes les manières que la fonction RH dans l'entreprise, elle est en train de se réinventer pour prendre en considération ça. On a même vu au début des années 2000 ce qu'on appelait les bullshit jobs, Chief Happiness Officer. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui est supposé diffuser du bonheur dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que justement, c'est compliqué. Il y a surtout un enjeu de productivité. C'est-à-dire qu'un salarié qui n'est pas heureux, entre guillemets, est moins productif. Oui, bien sûr, mais il y a l'étude de l'Institut Gallup, qui est un institut américain, qui fait des études sur l'engagement au travail. La moyenne mondiale est de 21%, c'est-à-dire que vous avez 21% de répondants qui déclarent être engagés au travail. 21%. Au Maroc, on est à 14%. C'est-à-dire bien moins. Et on est 8e ou 7e de la région MENA.
Je sais pas pourquoi cette région Middle East, North Africa, je la comprends pas. Mais de facto, on est 7e de la région. On n'est même pas parmi les premiers. Donc oui, le collaborateur et la collaboratrice marocaine ne sont pas heureux. En ce qui concerne les récits très inspirants sur LinkedIn. Oui, sur la dualité de ces récits contradictoires. Moi, je pense, en tout cas, c'est comme ça que je perçois le récit. Le récit sincère, moi, il me saute aux yeux. Le récit trop construit, il pue le récit trop construit, je m'excuse. Donc moi, tous les posts qui commencent par « je suis fière et honorée », j'ai déjà scrollé, je suis déjà loin. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, vous n'avez jamais de post qui commence par « je suis désolée, je suis triste de vous annoncer. Aujourd'hui, c'est difficile pour moi ». Ça, vous ne l'avez jamais. LinkedIn, c'est... Alors, je pratique LinkedIn. D'accord. Je pratique, j'annonce, je communique sur LinkedIn. Mais effectivement, ce côté tout va bien, c'est merveilleux, la grande salle, etc. Je pense que ça manque d'authenticité et en même temps, comme le disait Driss à très juste titre, est-ce que l'entreprise vraiment est un lieu d'authenticité ? Est un lieu d'humanité? Non, je ne le pense pas et j'aimerais qu'on puisse confirmer ou pas confirmer ça par justement des études sérieuses sur cette question-là qu'on puisse avoir et puis aussi pour contrer nos détracteurs qui vont venir nous dire vous racontez n'importe quoi, qu'on puisse dire aujourd'hui les chiffres sont clairs. Je crois qu'il faut être à la fois pragmatique et réaliste. Je crois qu'il faut nous souhaiter des entreprises décentes. J'aime le terme de décence. Ne pas sombrer dans l'indécence du grand rêve de la réalisation par le travail, ne pas non plus devenir cynique, d'où le menneka'adad, parce que ça c'est une question qui est éminemment politique. Qu'est-ce que c'est que la décence? Qu'est-ce que c'est qu'une société décente ou une communauté décente ou une entreprise décente? C'est un lieu de vie, c'est une manière d'organiser le rapport entre les individus qui prennent en considération la vulnérabilité humaine. D'abord. Alors, et je laisserai Radia en parler justement sur la question du handicap, par exemple. C'est très important. Mais sur la question de la vulnérabilité sociale, lorsque vous avez un individu qui passe 12 heures... Je suis désolé parce qu'il se trouve que j'ai une passion pour les vigiles. J'ai parlé avec beaucoup de vigiles, parce que c'est des gens que vous voyez toute la journée debout devant des immeubles, ils bougent pas, ils ont pas le droit de bouger, ils sont surveillés. Parce qu'en réalité, le vrai vigile, c'est pas eux, c'est l'entreprise qui les surveille. Dans un grand moment de retournement de sens. Et qui vous explique que, ils sont là 12 heures par jour, qu'ils sont payés en cash, souvent. Bien sûr. Qu'ils sont surveillés, pas au SMIC, qu'ils sont surveillés, que s'ils ont le malheur de demander un minimum, je dis bien un minimum de dignité, ils sont virés. On leur explique que la porte est grande ouverte devant eux, qu'il y en a 5000 qui attendent. Donc, une société, ça s'analyse toujours dans les marges. C'est-à-dire là où il y a le plus de vulnérabilité, de relégation possible. Une grande société, c'est une société qui s'occupe d'abord des marges. Les pauvres, les gens malades, les gens qui n'ont pas reçu le cadeau de la vie que peut-être d'autres ont reçu, ce n'est pas de leur faute non plus. Et une entreprise, c'est la même chose. Le jour où un guichetier de banque ou la dame ou le monsieur qui vous ouvre la porte se fera serrer la main par le président ou la présidente qui viendra lui dire ce que tu fais est très important. Peut-être que tu n'es pas très payé. Je suis pas en train de te dire que sans toi, on va tous mourir. Mais je te remercie d'être là tous les jours. C'est ça la décence. Sans pour autant sombrer dans cette espèce de discours qui consiste à dire qu'on est une grande famille, qu'on s'aime tous et qu'on va s'adorer. Parce que vous savez, une entreprise, c'est pas une famille. Le jour où on n'a plus besoin de vous, on trouve moins cher et aussi compétent, on vous le signifie très clairement. Oui, même après 20 J'aimerais bien avoir votre... Moi, je dis amen. Il y a un phénomène qui... Poser la question sur le rôle de l'État aussi dans cette reconstruction de sens. Je voudrais avoir votre avis sur un phénomène qu'on retrouve beaucoup, sur cette question de décence. Ce qu'on appelle la placardisation. Alors là, pour le coup, vous disiez tout à l'heure management à la marocaine. Ça existe ailleurs, mais je trouve que chez nous, c'est très pratiqué. Un individu, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, on lui retire tous ses dossiers, il sert plus à rien, mais il faut qu'il soit là tous les jours. Placardisation, ça veut dire qu'on dévitalise l'individu. Vous avez des gens qui font des dépressions nerveuses, vous avez des gens qui se sont automutilés, vous avez des gens qui se sont fait brûler devant des entreprises, de grandes entreprises étrangères. Donc vous voyez quand même qu'on en revient toujours à cette idée qu'en définitive, le travail, c'est cette notion où la vie et la mort, quelque part, sont présentes au quotidien.
Allez-y, vous voulez réagir? Je suis d'accord avec Driss que l'impact positif d'une entreprise doit s'exprimer à travers, au niveau des plus vulnérables. C'est évidemment ceux qu'on voit le moins et c'est souvent ceux qu'on ne voit pas dans les indicateurs des reporting RSE, ESG. C'est quand même dingue. Effectivement, on l'a pas vu chez nous et Dieu merci, mais on a vu au début des années 2000, à la fin des années 90, en Europe, des gens venir se suicider sur leur lieu de travail. Aujourd'hui, il faut pas oublier aussi, et on peut aborder notre sujet aujourd'hui à travers aussi les enjeux de transition, puisque nous savons aujourd'hui que plusieurs métiers vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle qui va venir remplacer, et que ceci crée déjà du désarroi chez certains collaborateurs, certaines collaboratrices qui se retrouvent en situation d'incertitude. Et l'entreprise, elle est très très forte pour créer de l'incertitude, parce qu'il est toujours mieux pour vous, pour l'entreprise, de poser une démission que de vous faire virer et d'avoir des indemnités. Donc on va vous laisser un peu être livré à vous-même. Donc j'en reviens encore une fois. Alors moi j'aime beaucoup l'expression utilisée par Driss d'entreprise décente. Ça change un peu d'entreprise responsable. Mais en fait, on a commencé à parler de responsabilité d'entreprise seulement parce que l'entreprise faisait preuve d'irresponsabilité. Oui. Et c'est comment elle a fait preuve d'irresponsabilité? Par l'inaction. En se disant, au final, effectivement, c'est ça. Et c'est finalement, moi je le dis souvent à tous nos clients, j'ai un métier de bon sens. On n'a pas réinventé la roue. Nous, la responsabilité sociale, on est supposé venir réduire les incidences négatives de l'entreprise, les identifier et dire comment on peut réduire ça pour que ce soit plus soutenable pour les collaborateurs, la société et l'environnement. C'est quand même dingue d'avoir un métier qui vient juste rétablir un peu de justice et un peu de justice sociale. Des fondamentaux. Et rappeler des fondamentaux qui ne le sont pas, hélas, mais qui devraient l'être. Déjà, de fondamental chez nous sur les aspects sociaux, et on en revient aussi au rôle de l'État que vous vouliez aborder, il y a le respect de la loi. Et aujourd'hui, nous avons, je pense, 500 ou 600 inspecteurs du travail dans notre pays, donc c'est clairement pas assez pour venir... D'où mon questionnement justement sur le rôle de l'État, sur le rôle de nos élites politiques dans tout ça, Driss Jayden. Ah, vous savez, le rôle des élites politiques sur la question du travail ou sur la question du système néolibéral ou de l'usine et du socialisme, moi je pense que les socialistes aujourd'hui appartiennent à un ordre contemplatif. Et de ce point de vue-là, je ne fonde plus tellement d'espoir dans la gauche marocaine, si ce n'est lorsqu'elle discute avec elle-même, et je serai prêt à en parler avec ses plus nobles représentants, parce qu'on ne produit pas beaucoup justement de travail et de questionnement sur ce que c'est précisément que de travailler. Et de ce point de vue-là, pour revenir à cette idée d'entreprise décente, il faut être aussi juste. Parce que on retrouve aussi ce qu'on appelle des GE, des grandes entreprises, qui sont tout à fait capables aussi de produire au quotidien justement de la décence, en étant réalistes et en tentant d'être justes sur un certain nombre de procédures. Alors on parle de capital humain, de RH, on parle de RSE, de choses comme cela. Quand on regarde bien, il y a quoi? Il y a peut-être 100, 150 entreprises marocaines qui se sont mis à peu près à niveau de ce point de vue-là, parce qu'elles ont aussi des objectifs à atteindre qui sont colossaux. Des grandes banques se sont mises à niveau. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a aussi des banques qui sont capables de prendre en charge des maladies lourdes, mais qui s'occupent aussi de la question plus sympathique du divertissement, qui sont capables aussi de créer au fur et à mesure des espaces d'écoute. Ayons un petit peu d'espoir. Mais elles ne constituent pas, j'allais dire, l'essentiel du marché de l'emploi. Bon, dans le monde informel, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas trop ce qui s'y passe. Mais ce qui est toujours très intéressant, c'est d'aller dans les micro-espaces. Parce qu'ils sont représentatifs aussi de ce que nous sommes. Des entreprises où il y a 10 personnes sont des entreprises où paradoxalement, les hiérarchies sont souvent beaucoup plus manifestées que des entreprises où il y a 20 000 personnes. C'est quand même étrange. Et moi, il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'on puisse aussi faire ce travail, entre guillemets, d'archéologue du travail dans notre société, pour se poser la question du rapport dominant-dominé, pour se poser la question de l'humiliation comme principe fondateur de la relation à l'autre,
Pour se poser aussi la question de qu'est-ce que ça veut dire travailler aussi dans une langue comme la Darija. Quelle est la différence entre le khadma, shoghl, shqa, tamara, l'wadefa et tous les termes qu'on a qui existent dans notre belle Darija. Ça renvoie aussi à des catégories d'individus. Je pense pas qu'on parle d'une personne qui soit consultante en RH, qui a aussi sa part de souffrance intellectuelle et qui travaille probablement 22 heures par jour. Mais on ne dit pas la même chose. Et je reviens et je finis sur ce point. Tant qu'on n'aura pas posé la question de ce que j'appellerais les résidus de l'esclavage ou de la mentalité esclavagiste, qui est une question qui est supposée nous hanter au quotidien, je pense qu'on n'aura pas totalement réfléchi la question du travail, du rapport à l'autre, c'est-à-dire de ces biens animés qu'on trouve dans des entreprises et qui, quelque part, sont là, mais qui, en définitive, ne représentent pas forcément tout ce que doit représenter un humain, c'est-à-dire une fin en soi, pas simplement un moyen. Alors moi, je ne rêve pas. Tout ce que je crois, c'est qu'on peut, en réfléchissant, en le voulant, tout simplement avoir des sociétés où la descente, moi j'aime bien le terme en américain, hein, decent society, voilà. En anglais, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire une société où on respecte les individus, on leur ment pas, on leur raconte, on est empiriste, on est dans l'expérience, on sait ce qu'on fait, il y a des limites. On n'invente pas une histoire qui est fausse. Vous disiez tout à l'heure LinkedIn, c'est ça. Ou pour reprendre les termes de quelqu'un qui me fait beaucoup rire, il y a que des CEO. Tout le monde est CEO. Tout le monde est CEO, tout le monde a beaucoup de responsabilités. Mais ça dit aussi quelque chose du fantasme. Ça dit aussi quelque chose. Et donc, c'est plutôt assez touchant. Donc, moi, je militerai plus pour la question de la décence. Et puis, si ça intéresse les chercheurs, vous tous d'ailleurs, la question des résidus d'une société où précisément l'humain n'a pas encore été placé au centre. Et il est encore objectivé. Alors moi, je tenais à conclure ce podcast en vous posant une question un peu plus personnelle. Je commencerai par vous, Radia Chirlhlou. Est-ce que votre travail, vous y trouvez du sens aujourd'hui? Énormément. J'aime beaucoup mon travail, mais je me dois de préciser que ça fait 11 ans cette année que je fais de la RSE, mais avant, donc le cabinet Déclic était une agence de communication. Et là, j'ai détesté mon travail. Je l'ai détesté, je n'ai pas su le faire, je n'ai pas eu envie de le faire. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu la foi. C'est vrai, les deux, c'était terrible. Et je me suis retrouvée à me dire, mais finalement, à quoi ça sert ces 10 heures de travail par jour? Et j'ai compris que, en fait, j'alimentais un système que je ne validais pas, que je n'avais jamais validé, que je n'avais jamais remis en question, en fait. Il a fallu que j'échoue pour prendre conscience. Et ça a été finalement un autre déclic dans le déclic. C'était salutaire. Parce que, est-ce que j'ai très envie d'aller travailler quand je me lève le matin? Oui, indéniablement. Est-ce que j'ai autant d'impact à travers mon travail que j'aimerais? Non. Mais j'accepte le chemin et je l'aime beaucoup. Et en ça, je me considère très chanceuse. Darija Idal, je vous repose la même question. Votre travail aujourd'hui, est-ce qu'il fait sens à vos yeux? Est-ce qu'il vous donne du sens? Oui. Et en même temps, pour y arriver, ça a été beaucoup de travail, comme chez toutes les personnes que l'on rencontre tous les jours. Vous aussi, d'ailleurs, vous en êtes de cette bande de gens qui ont beaucoup travaillé ou de cette catégorie qui ont beaucoup travaillé. L'idée que le travail prenne du sens, ça prend du temps. Parce qu'il arrive quelquefois, comme disait très justement Radia, qu'on se dise, là, en ce moment, ce que je fais, c'est pour bouffer. Hein, on va être clair avec soi-même, c'est alimentaire. C'est bien aussi. Oui, c'est parce que nous avons 90% des Marocains qui sont respectables parce qu'ils tiennent chaque jour pour nourrir leur famille. Et ça aussi, c'est une question, on en reparlera. Mais il arrive un moment, il faut regarder aussi la carte sociale. On a peut-être aussi eu la chance de naître dans des milieux sociaux qui nous ont permis aussi comme disait tout à l'heure Radia, nous projeter sur la question du sens. On est peut-être, entre guillemets, des privilégiés par rapport à ça. Il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas énormément non plus. C'est que quand on veut garder, quand on veut garder pour soi un minimum de liberté, et que ce ne soit pas qu'une contrainte extérieure, parce qu'il y en a, mais que ce soit une obligation, je fais ce que je veux, qui n'est pas ce que je fais, ce que je désire. C'est pas la même chose. Le désir, c'est un appétit, la volonté, c'est une promesse et un engagement par rapport à soi. Et donc, si je suis
désireux de tenir ma promesse par rapport à moi-même, c'est beaucoup de travail. Et quelquefois, c'est des découragements. Et quelquefois, ça ne fonctionne pas. Mais ce qui est certain, c'est que oui, moi, je veux garder pour moi cette idée que c'est un engagement, une promesse vis-à-vis de moi-même. Et donc, franchement, je me plains pas. Merci. Driss Jaidan. Et quand on a la chance de pouvoir discuter avec Bouchra El-Zahri. Que de compliments aujourd'hui. Eh ben, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vu. Cher Driss, vous êtes enseignant. Voilà. Et écrivain également. Et les questions en lien avec la place du travail dans nos sociétés, dans nos vies, vous passionne, vous nous l'avez une fois de plus prouvé aujourd'hui, vous intervenez fréquemment dans des colloques, des conférences sur le sujet. Et puis on rappellera que vous avez lancé les ateliers Théos. De quoi il s'agit au juste? Dites-nous, Driss. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire essayer d'expliquer justement qu'on peut produire des entreprises décentes en parlant avec les gens, en les faisant parler, en essayant de trouver du sens, en puisant évidemment dans des notions philosophiques, anthropologiques, utiliser les sciences humaines pour ça, et puis surtout, et on se rend compte aussi que on a dans notre pays, il faut le dire, il faut être juste, des entreprises qui veulent jouer le jeu, avec aussi des vrais leaders, des hommes et des femmes qui aujourd'hui se disent, j'ai la responsabilité de tous les jours, 1000 personnes, 3000 personnes, 10 000 personnes. Qu'est-ce que je peux faire sans leur raconter une histoire pour les endormir, sans pour autant les considérer comme des objets? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de produire du sens? On parle de Maroc 2030, par exemple. Pour recréer du sens et du collectif. On va avoir intérêt beaucoup à travailler cette question du sens. Absolument. Radia Cheikh Helou, merci beaucoup. Merci à vous. D'être avec nous aujourd'hui, d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que vous êtes entrepreneuse, militante, engagée dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises. Vous êtes la fondatrice et directrice générale du cabinet Déclic et vous avez, récemment lancé le podcast La Voie durable, un podcast que vous présentez comme celui des prospérités africaines. Racontez-nous. Alors, donc effectivement, la voie durable, je précise que la voie VOIE, le chemin, et non pas la voie, celle qu'on entend. J'ai la chance, à travers mes différentes expériences professionnelles, de rencontrer des acteurs du changement, des personnes qui s'engagent pour la lutte contre les inégalités, la protection de l'environnement, et qui ont des récits absolument extraordinaires à partager, sur des modèles qui sont considérés comme innovants. J'ai eu envie de traiter de la question africaine. Et pourquoi des prospérités africaines? Parce qu'aujourd'hui, notre continent, c'est le continent de la prospérité, c'est le continent des terres arables encore fertiles, c'est le continent de la jeunesse, c'est le continent de toutes les ressources dont on va avoir besoin pour transitionner vers une planète, je l'espère, plus responsable sur la question climatique et environnementale. Et surtout, je suis sûre que je ne vous apprends rien, le narratif africain a besoin d'évoluer, d'être plus juste, plus réaliste. Et de prendre en compte d'autres réalités. Et de prendre en compte d'autres réalités. La voie durable adresse ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et c'est la fin de ce numéro de Tel Quel Talk, le podcast qui décrypte les enjeux politiques, socio-économiques et culturels qui façonnent le Maroc d'aujourd'hui et de demain. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Un grand merci à la belle équipe également en régie qui m'accompagne pour chaque épisode, Adam Harshawi et Menal Zainabi. À très vite pour le prochain numéro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre page officielle YouTube et également à telquel.ma pour suivre l'essentiel de l'actualité nationale et internationale.